Bien, on peut recommencer. Rebonjour, donc on est au 6e épisode. Et nous allons parler maintenant de quelque chose d'un peu plus technique, les effets de gel structural. J'ai traduit comme ça structural freezing ou criterial freezing, donc gel structural ou gel critérial. Et on va parler des sujets, quelque chose de bien connu, mais qui exige une spécification dans les représentations raffinées qu'on est en train de considérer. Voilà. Faisons d'abord une considération sur le mouvement à distance. On a dit qu'on peut sortir un élément d'une phrase subordonnée. Donc, par exemple, en anglais, vous pouvez avoir des choses comme un. Who do you think Bill met? Donc on part de you think Bill met who, et puis vous le déplacez à distance dans la principale. On pourrait faire aussi à plus grande distance, pour revenir à ce qu'on était en train de discuter avant, avec 2 niveaux d'enchâssement, 3 niveaux d'enchâssement. La phrase devient rapidement lourde, mais elle reste possible. Donc le déplacement à distance est possible. Mais il y a de bonnes raisons de penser que ces déplacements ne se font pas en un seul pas, donc directement de la position thématique à la position finale. Donc vous n'avez pas un seul unique pas à distance comme ça, entre ces 2 positions, ici et là. Plutôt, le déplacement se fait comme c'est indiqué dans le 2e exemple. Il se fait par étapes. Donc l'élément WH d'abord se déplace à la périphérie de sa phrase simple, et puis de là, il continue. Et si vous avez 3 niveaux d'enchâssement, il y aura 3 pas, et ainsi de suite. Donc là, le système du complémentaire a le rôle d'une sorte de porte de sortie. Il permet à un élément de sortir de la phrase. Pourquoi? Parce qu'il y a des principes de localité qui imposent ce genre de situation. Traditionnellement, cette idée du mouvement par étapes a été introduite au début des années 70 en relation à un principe de localité appelé la sous-jacence. Maintenant, on raisonne en termes de phase, mais c'est fondamentalement toujours la même chose. C'est-à-dire un élément ne peut pas être sorti d'une phase directement à une autre phase, sauf s'il passe par cette porte de sortie, qui est le système du complémentaire. Cette idée de mouvement par étape a été introduite, comme je disais, dans les années 70, début des années 70, dans l'article de Chomsky « Conditions and Transformations », sur une base purement théorique. L'idée, fondamentalement, était il y a des principes de localité, il faut respecter ces principes, donc il faut plutôt que le mouvement ait lieu de cette manière. Donc on peut couvrir une distance illimitée, mais seulement par la réitération des étapes. Ensuite, beaucoup de données empiriques ont été découvertes qui montraient qu'effectivement ça marche comme ça. On peut montrer que cette position intermédiaire où l'élément passe donne lieu à toutes sortes de manifestations de ce passage. Par exemple, il y a des langues où le complémentaire s'accorde avec l'élément WH. Donc vous avez l'élément qui se déplace, le complémentaire s'accorde en certains traits, puis le mouvement continue, mais l'accord reste comme une sorte de manifestation morphologique que le passage a eu lieu. Il y a beaucoup d'arguments de ce type qui ont en quelque sorte motivé empiriquement une idée qui avait introduite pour des raisons fondamentalement a priori, pour des raisons théoriques. Or, il y a des cas où ce passage est possible, ce transit est possible, mais il y a d'autres cas où le mouvement doit s'arrêter. Ça dépend de la nature du verbe principal. Par exemple, si le verbe principal est un verbe comme wonder, ou se demander, qui exige une question indirecte, donc qui sélectionne une tête Q, question, dans la phrase subordonnée, alors là, le mouvement doit s'arrêter. Donc vous pouvez obtenir John wonders which book
Bill read, mais vous ne pouvez pas continuer. Donc, un B, which book does John Wonder Bill read, n'est pas du tout possible. Donc, on ne peut pas continuer dans cette situation. Ce qui varie entre le cas précédent où on devait continuer et le cas présent où on est forcé de s'arrêter est que, bien sûr, nous avons une configuration critériale ici, parce que Wonder exige une question directe, donc il y aura une tête Q, donc le critère interrogatif sera satisfait dans cette position. Donc à partir d'une position critériale, quand un critère est satisfait, on ne peut pas continuer le mouvement. Il y a donc ce principe descriptif qu'on peut appeler gel critérial ou criterial freezing en anglais, qui dit qu'un élément qui satisfait un critère est gelé sur place. Donc which book se déplace à cette position et là, il est gelé. Il ne peut pas continuer le mouvement. Il faut formuler les choses d'une manière légèrement plus précise. Si vous avez un syntagme WH un peu plus complexe, par exemple, lequel de ces livres, ce n'est pas que tout le syntagme est gelé. Vous pouvez déplacer une partie, faire ce qu'on appelle une sous-extraction, donc déplacer seulement une partie. Donc à partir d'une structure comme 1, Gianni si domandava quale di questi libri volessimo leggere, donc Jean se demandait lequel de ces livres nous voulions lire, on peut sous-extraire di questi libri, de ce livre, et le topicaliser, et obtenir di questi libri, donc topique, de ces livres, Gianni si domandava quale volessimo leggere. Donc de ces livres, Jean se demandait lequel nous voulions lire. Donc ici, vous voyez qu'il est possible de faire cette opération de sous-extraction. Donc ce n'est pas que tout le syntagme est gelé, plutôt il faut dire quelque chose comme ce qu'on dit ici dans la définition de gel critérial 2. Dans une configuration critériale, la cible critériale est gelée en place. La cible critériale est l'élément qui contient le trait critérial. Donc ici, c'est quale qui a le trait en question. Donc cet élément doit nécessairement rester ici, dans la configuration spécificateur tête. Mais un autre élément, si rien n'est violé, peut être sorti. Donc ça, c'est une formulation plus correcte de ce principe. Bon, sont tombés ceux-là, sont deux cibles. Et voyons qu'il y a donc, de cette manière, dans l'arbre syntaxique, des positions de transit et des positions d'arrêt. Donc il y a certains complémentaires qui peuvent être utilisés pour sortir, mais l'élément ne peut pas s'arrêter là, et d'autres systèmes complémentaires qui sont des positions d'arrêt. Ici, j'ai comparé la situation de think en anglais et de wonder en anglais. Donc, complément de think est une position de transit, donc ce n'est pas une position critériale. Donc, il y aura une tape intermédiaire comme un B, John thinks which book Bill read, intermédiaire pour obtenir quelque chose comme un C, which book does John think Bill read, mais la tape intermédiaire ne peut pas arriver à la surface en tant que telle. Il faut que l'élément which book bouge ultérieurement, parce que ce n'est pas une bonne position d'arrêt, ce système complémentaire. Avec un verbe comme wonder, qui sélectionne une interrogative indirecte, c'est bien sûr le contraire, ce qu'on vient de voir. Donc en 2b, c'est possible, John wonders which book Bill read. Là, le système complémentaire subordonné est une position d'arrêt, et c'est bon. Et donc, si on essaye de la traiter comme une position de transit, en déplaçant l'élément ultérieurement, la structure qu'on obtient n'est pas possible. Violation du gel critérial. Donc les positions peuvent être classifiées de cette manière. Il y a des positions de transit et des positions d'arrêt. Or, passons aux chaînes argumentales, aux chaînes A.
la position sujet est typiquement une position d'arrêt, est une position où un argument peut s'arrêter, n'est-ce pas? Donc la position sujet dans la partie haute de la structure du IP est la position où un élément qui reçoit le rôle thématique d'agent, par exemple, dans une structure comme 1A, se déplace et s'arrête. Donc dans une phrase de ce type, vraisemblablement, Mary part de sa position thématique en proximité avec le verbe, meet, rencontrer, donc ce sera l'agent de ce verbe. Ensuite, il se déplace dans cette position canonique de sujet, dans la partie haute du IP, et là, il s'arrête. Le mouvement de syntagme nominale ou de DP, comme le mouvement WH, peut s'appliquer par étapes successives. Donc, si vous pensez une phrase anglaise comme 1B, John seems to be likely to be nominated, John, évidemment, part de la position objet d'une structure au passif. Donc là, il se déplacera d'abord à la position sujet de la phrase subordonnée. Et là aussi, dans certaines langues, il pourra laisser des traces morphologiques, par exemple en faisant accorder le verbe. On ne voit pas ça en anglais, mais dans d'autres langues, ce serait possible. Puis, il se déplace à la position sujet d'un verbe à monter, un prédicat à monter comme be likely. Puis, il y a un autre verbe à monter comme seem. Et donc, par étapes successives, ce syntagme nominal se déplace à sa position sujet finale. Alors, si il y a cette similarité entre chaîne à barre qu'on a discuté avant et chaîne A qu'on discute maintenant, et que la position sujet est une position d'arrêt possible, on serait tenté de dire peut-être il y a un critère sujet, exactement comme il y a des critères qui déterminent les positions d'arrêt dans le système à barre. Alors, comme les critères typiquement vont avec certaines propriétés interprétatives, nous avons vu par exemple que dans la structure topique commentaire, il y a certaines propriétés interprétatives qui vont avec cette configuration, avec les topiques, etc., on pourrait penser qu'il y a un élément interprétatif spécifique qui va avec la position sujet. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de ce point de vue? Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans l'interprétation des sujets? On peut dire que le sujet est un argument qui est pris comme point de départ dans la description d'un événement, n'est-ce pas? Donc le verbe décrit un certain événement, et le sujet est le point de départ dans la description, et c'est l'argument qui est pris comme, disons, l'événement est présenté comme étant à propos de cet argument. C'est la propriété qui en anglais est appelée aboutness, et ici je traduis simplement comme à propos de. Donc un prédicat est à propos de un sujet. Et on peut voir que cette notion de être à propos de a un rôle. Si on compare des phrases actives et passives, on voit que le même événement est présenté comme étant à propos de l'agent, dans le cas de l'actif, ou du patient, dans le cas du passif. Donc, si vous prenez une paire comme 1A, B, prenons le français directement, Piero a frappé Gianni, Gianni a été frappé par Piero, le même événement exprimé par le verbe frapper est présenté comme étant à propos de Piero, dans le cas de l'actif, et à propos du patient, Gianni, dans le cas du passif. Alors, cette notion de à propos de est indépendante de la structure informationnelle, c'est-à-dire très souvent le sujet est information donnée, l'objet a tendance à être information nouvelle, mais ce n'est pas du tout général. Il y a toutes sortes de cas où les choses ne se passent pas comme ça. Cette idée de à propos de s'applique en effet dans des contextes où il n'y a pas du tout une situation où le sujet serait nécessairement information donnée. Prenez par exemple les contextes
tout neuf. On se demandait comment traduire out of the blue en français, donc on utilise cette expression tout neuf. Il y a été aussi la suggestion ex nihilo, mais je ne sais pas si ça serait plus clair. En tout cas, ça correspond à ce qui en anglais appelait out of the blue, c'est-à-dire des situations où on sait, par exemple, on décrit un événement, on sait que quelque chose s'est passé, mais on n'a pas du tout l'idée du type d'événement qui s'est produit, ni qui sont les participants. Donc je peux entendre un bruit, je sais que quelque chose s'est passé, mais je n'ai aucune idée de ce qui est arrivé, et je pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Donc la réponse à la question qu'est-ce qui s'est passé dans ce type de contexte est ce qu'on appellera des contextes tout neufs. Par exemple, on peut répondre ici avec une phrase active de un bus a percuté une voiture, une phrase active, ou bien avec une phrase passive. 3, donc qu'est-ce qui s'est passé? Une voiture a été percutée par un bus. Donc vous voyez, je choisis ou bien l'agent, ou bien le patient, comme l'argument à propos duquel l'événement est présenté, de manière indépendante de la structure informationnelle, parce qu'ici, tout est neuf, évidemment. Tous les référents ne sont pas donnés, évidemment. Voilà, cette sélection de l'élément à propos duquel on présente un événement a certaines conséquences pour l'organisation discursive, pour des propriétés comme la résolution des anaphores, par exemple. Il y a cet effet qui a été observé par Andrea Calabrese, je l'appelle l'effet de Calabrese, donc, qui n'est visible que dans les langues à sujet nul, donc les langues qui ont un sujet réalisé. L'effet ne se manifeste, en tout cas ne se manifeste pas de la même manière. Fondamentalement, l'effet est quand il y a une séquence de deux phrases, par exemple une subordonnée antéposée comme un A, et puis une principale, ou même deux phrases l'une après l'autre dans le discours. Donc ce n'est pas quelque chose de limité à la grammaire de la phrase ici. Dans ce type de situation, vous avez une première phrase transitive avec un sujet et un objet, et une deuxième phrase avec un sujet nul, petit pro. Ce qui se passe dans la langue à sujet nul, donc, où cette structure est possible, est que le petit pro dans la deuxième phrase va chercher le sujet à propos duquel la première phrase a été présentée. Donc, nécessairement, un petit pro va chercher le sujet de la phrase précédente. Donc, quand vous dites, par exemple, en italien, un A, quando Mario ha picchiato Antonio, donc quand Mario a frappé Antonio, sujet nul, era ubriaco, était ivre. Alors là, celui qui était ivre est nécessairement Mario, donc ça va chercher le sujet de la phrase précédente. Mais vous auriez pu avoir le passif, donc un B, quando Antonio è stato picchiato da Mario, era ubriaco. Donc, quand Antonio a été frappé par Mario, était ivre, et là, vous allez chercher Antonio. Donc, c'est toujours le sujet, et dans l'actif et dans le passif. Donc, ça peut être l'agent ou bien le patient. Si vous aviez choisi le pronom réalisé dans la subordonnée, vous auriez eu la sélection opposée de l'antécédent du pronom. Donc, si vous réalisez maintenant le pronom sujet dans la phrase principale, donc un A, quando Mario ha picchiato Antonio, lui, pronom réalisé, era ubriaco, donc quand Mario frappait Antonio, lui, réalisé, était ivre, lui va nécessairement chercher le non-sujet. Donc, petit pro cherche le sujet, le pronom réalisé cherche le non-sujet. Même chose pour le passif. Donc voilà, l'effet Calabrese peut être schématisé comme ça. Petit pro, dans cette situation, le pronom nul va chercher le sujet de la phrase précédente. Pronom réalisé va chercher le non-sujet, ou bien l'objet, ou bien éventuellement, si c'est une phrase passive, l'agent dans la structure passive. Donc ça, c'est un effet de résolution de certaines anaphores, comme le pronom nul, qui est sensible à cette notion d'aboutness, à propos de, qui caractérise
les sujets des phrases. L'effet de Calabrese s'observe aussi dans des contextes tout neufs. Donc, reprenons Che cosa è successo, notre contexte. Un ragazzo ha buttato a terra un vecchio. Donc, un garçon a jeté un vieil homme à terre. Ici, vous avez la phrase suivante dans ce petit discours à prime avec le sujet nul. Poi ha cominciato a urlare. Alors, ici, celui qui a commencé à crier, c'est nécessairement le garçon, donc le sujet de la phrase précédente. On ne peut pas prendre le vieil homme comme celui qui a crié. Strutture passive, che cosa è successo? Un vecchio è stato buttato a terra da un ragazzo, poi ha cominciato a urlare. Ici, vous avez un A, le passif, et petit pro va chercher le sujet, donc dans ce cas, dans la structure passive, le patient. Donc toujours recherche du sujet par un élément petit pro. Voilà, ça c'est pour montrer une conséquence que cette propriété qu'on associe maintenant au sujet, aboutness, a pour l'organisation discursive et pour la résolution des anaphores. Ici, il faut faire une petite digression sur un point important. Les sujets et les topiques ont quelque chose d'important en commun. Ça, c'est un topique classique de discussion à partir de l'article fameux de Lee et Thompson dans les années 70. Les deux impliquent la relation d'à propos d'eux, n'est-ce pas? Le sujet, disons, le prédicat est à propos du sujet et le commentaire est à propos du topique. Donc cette propriété, cette relation est commune. Mais en quelque sorte, le topique a des conditions plus restrictives que le sujet. En particulier, il faut qu'un topique soit en quelque sens lié ou connecté au discours. Donc il faut que le référent en question soit déjà saillant dans le discours précédent, ce qui n'est pas du tout le cas pour le sujet. Donc par exemple, un sujet est tout à fait possible dans le contexte tout neuf, tandis qu'un topique ne serait pas possible dans un contexte tout neuf. Prenons toujours notre tout petit contexte. Qu'est-ce qui s'est passé? Cosa è successo? Un ragazzo ha buttato a terra un vecchio. On a vu, ça c'est possible. Mais si nous essayons d'utiliser la structure topicale avec le clitique, donc un vecchio, un ragazzo l'ha buttato a terra, un vieil homme, un garçon l'a jeté à terre, c'est totalement impossible dans ce contexte. Il faut avoir introduit en quelque sorte le référent ou bien qu'il soit saillant dans la situation discursive pour que la structure topicale soit utilisable. Donc, si, par exemple, dans un petit contexte question-réponse, le référent a été introduit dans la question, on peut le reprendre par un topique. Donc, question 1. Che cosa è successo a tuo fratello? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-il arrivé à ton frère? Donc, ton frère est introduit ici. On peut répondre avec un topique. Donc, un A, mio fratello, un ragazzo l'ha buttato a terra. Donc, mon frère, qui est en quelque sorte, qui a été déjà introduit, peut être représenté par une structure topicale ici. Donc, cette condition ultérieure sur les topiques ressemble à ce que Pézetsky appelait discourse linking, et on peut traduire cette condition connexion au discours. Il faut que le topique soit connecté au discours. Donc, en comparant les conditions sur les topiques et le sujet, pour le topique, et étant donné la tête topicale, l'instruction, c'est d'interpréter le spécificateur comme un argument qui doit être aussi connecté au discours. Et le complément de la tête topicale est interprété comme un commentaire à propos du topique. En ce qui concerne le sujet, il faut simplement interpréter le spécificateur comme un argument. La connexion au discours est possible, mais n'est pas nécessaire. Et il faut interpréter le complément de cette tête qui introduit le sujet, que je note comme ça, subj. Il faut interpréter donc le complément comme
un prédicat qui est à propos du sujet. Donc, des conditions très semblables, mais avec la position topique qui est plus exigeante que la position sujet. Voilà, ici c'est la même chose d'écrire fondamentalement, et même chose d'écrire pour la configuration sujet-prédicat. Notons quelque chose qu'on avait déjà remarqué la semaine passée en relation avec l'impossibilité du topique qui soit des quantificateurs nus. Justement, un quantificateur nu peut très bien être un sujet, mais il ne peut pas être un topique parce que justement, il n'a pas les propriétés référentielles qui lui permettraient d'être un topique. Donc, par exemple, un A, tutto è successo nella notte, tout s'est passé pendant la nuit, c'est bon évidemment. Un B, Mario ha visto tutto, Mario a tout vu, possible, mais vous ne pouvez pas du tout avoir une structure topique commentée avec tutto ou tout comme topique. Donc tutto Mario lo ha visto, totalement impossible. Même chose pour personne, nessuno, rien, etc. Donc un quantificateur nu très bon comme sujet, parce qu'il n'y a aucune condition qui exclurait cette propriété, mais impossible comme topique, parce que le discourse linking, ou la connexion au discours, ne peut pas être satisfaite. Observez que, bien sûr, les quantificateurs nus peuvent être focalisés, donc peuvent fonctionner comme focus. C'est tout à fait possible de dire « tutto hanno visto », « nessuno ho sentito », « niente ho capito ». Donc là, vous focalisez ces éléments. Évidemment, pour la focalisation, il n'y a aucune exigence comme la connexion au discours, et donc c'est tout à fait possible. Considérons donc ce que nous sommes en train de dire sur le sujet. La position sujet dans la partie haute de la structure de la phrase semble fonctionner comme position d'arrêt du mouvement, ce qui suggère qu'il y a un critère sujet. Et donc, si on élabore la théorie des critères comme on l'a fait dans le cas des critères à barre, il y aura une tête dans la partie haute, donc dans la colonne vertébrale de la phrase, outre tête de temps, d'aspect, etc., tête, appelons-la subject, sujet, qui déclenchera un critère sujet. Donc elle attirera un élément nominal dans son spécificateur, et puis à l'interface avec la forme logique, il déclenchera l'interprétation à propos de, fondamentalement. Donc interprète ce qui me suit comme étant à propos de ce qui me précède. Ça, c'est l'instruction que cette tête sujet déclenche pour ses dépendants structurels immédiats. Comme toujours, quand on postule quelque chose, quand on postule une tête, il faut se regarder autour, faire une analyse comparative et chercher, voir s'il y a des langues où il est plausible d'identifier une réalisation morphologique de cette tête postulée abstraitement. Alors, on sait que les dialectes de l'Italie du Nord ont un système de clitique sujet qui se manifeste avec le DP sujet et avec le VP prédicat, en position intermédiaire entre le DP sujet et le prédicat. Et il n'est pas déraisonnable de penser que ce système de clitique sujet est quelque chose qui correspond effectivement à la tête sujet. Prenez quelques exemples dans le dialecte de Milan, par exemple, en A, El fio, el magna, el pomme, donc il y a ce L, ce clitique sujet, qui intervient entre le DP sujet, le garçon, et le prédicat qui commence avec le verbe fléchi. Puis il y a ces autres exemples, deux autres dialectes, un B et un C. Remarquez qu'à un B et un C, le sujet est un quantificateur nu, nishun, dans ce dialecte de Alassio, quelqu'idun, quelqu'un. Et donc, c'est des éléments qui ne peuvent pas fonctionner comme topiques. Donc là, ce n'est pas une position topicale, c'est vraiment le sujet. Et donc, ce clitique sujet est quelque chose qui intervient effectivement entre le sujet
et le prédicat. Donc c'est une réalisation possible de cette tête de sujet. Remarquez, on pourrait dire que cette position de sujet est peut-être la position dans laquelle on détermine l'accord du sujet, n'est-ce pas? Donc il y a une position d'accord. On avait introduit ces positions d'accord la semaine dernière, ou dans 2 semaines, je ne me souviens pas, en parlant de l'analyse pollockienne et la scission du nœud de flexion. On pourrait dire peut-être cette tête sujet est la position où on détermine l'accord verbal, donc la position qu'on appelle agress, l'accord sujet. Mais en effet, non, on peut montrer que la position structurale du sujet et la position dans laquelle on détermine l'accord sont 2 positions distinctes, parce qu'il y a des cas dans les langues romanes de dissociation entre la position sujet et d'accord avec le verbe. Prenez par exemple les structures avec des verbes psychologiques comme plaire, par exemple. Alors là, vous avez cette dissociation de manière très nette. Vous avez, dans des langues comme l'italien, que la position sujet est occupée par, en effet, un datif. Un élément avec le cas datif exprimé par la préposition a en italien. Ça, c'est l'ordre naturel des mots. A Gianni piacciono le idee strane, littéralement, à Jean plaisent les idées étranges. Cette possibilité d'un sujet non marqué nominatif est typiquement possible dans les langues à sujet nul et aussi dans les langues à sujet nul partiel. Par exemple, un cas où ce phénomène a été étudié en grand détail est l'islandais. Cette notion de quirky subject, donc de sujet étrange, a été introduite précisément en relation avec l'islandais, qui admet beaucoup de structures de ce type, surtout avec des verbes psychologiques. Donc vous avez l'expérient qui est un datif, qui est en position sujet. On peut montrer que c'est effectivement en position sujet par des tests de différentes natures. Mais ce qui s'accorde avec le verbe, non, mais le verbe, morphologiquement, s'accorde avec l'objet, avec le DP qui se trouve au fond de la phrase. Donc, piacciono, pluriel, s'accorde avec cet autre syntagme nominal. Une autre structure où, typiquement, à travers les langues, on observe cette dissociation entre position sujet et accord verbal, ce sont ce qu'on appelle les phrases copulaires inverses ou inversées, dont Andrea Moro a parlé. Donc vous avez des structures copulaires directes. Jean est le président, ou Jean, l'élément référentiel, est en position initiale, et le syntagme nominal prédicatif en position finale. Mais vous pouvez aussi avoir l'ordre inversé. Le président est Jean. Le président est Jean est aussi possible. Or, si vous arrivez à établir un mismatch, donc une non-correspondance dans les traits de ces 2 DP, vous voyez dans des langues comme l'italien, ce n'est pas uniforme, mais dans des langues comme l'italien, de nouveau, peut-être ça c'est en relation avec le sujet nul, vous voyez que dans les phrases inverses, la copule s'accorde avec la position nominale post-copulaire. Donc vous avez des structures comme 2. La causa della rivolta sono le idee di Gianni. Donc la cause de la révolte sont, pluriel, les idées de Jean. Vous avez cet accord vers la droite. Là aussi, il y a une dissociation entre la position sujet et la position où la propriété d'accord est vérifiée. Voilà, venons maintenant à ce que je voulais vraiment discuter, qui est l'ensemble d'effets connus comme effets complémentaires traces. C'est des effets découverts par le linguiste David Perlmutter au début des années 70. Il y a des asymétries sujet-objet qu'on a déjà brièvement évoquées. Fondamentalement, le sujet d'une phrase
subordonné dans certaines langues, dans des langues comme l'anglais ou comme le français, ne peut pas être sorti à travers un complémentaire explicite, un complémentaire réalisé. Donc vous partez de quelque chose comme You think that John will come. Vous essayez de construire une question sur le sujet, donc sur John, qui vous voulez savoir l'identité de cet individu. Ce que vous obtenez en déplaçant l'élément WH, who do you think that will come, qui n'est pas bien formé. Aucun problème avec l'extraction de l'objet. Donc à partir de you think that Mary will meet John, you think that Mary will meet who? Là, il est tout à fait possible de sortir. Donc, who do you think that Mary will meet? Mais le sujet dans cette configuration n'est pas facile à sortir. Cette asymétrie sujet-objet a été analysée en détail dans le cadre gouvernement-liage. Il y avait un principe spécifiquement pour traiter ces cas et beaucoup d'autres cas, bien sûr, appelé ECP, Empty Category Principle, ECP. Fondamentalement, un principe sur la distribution des traces qui disait les traces doivent être gouvernées d'une manière particulière, proprement gouvernées, et la position sujet n'avait pas cette propriété d'être proprement gouvernée. On peut, en toute première assimilation, en toute première approximation, assimiler le gouvernement propre au gouvernement par une tête lexicale. Donc un élément lexical est un gouverneur propre. Donc vous voyez que l'objet étant gouverné par le verbe, un élément lexical, est proprement gouverné, tandis que le sujet, non, n'est pas gouverné par le verbe qui se trouve trop en bas dans la structure pour légitimer l'élément. Donc, ça c'est vraiment en deux mots l'analyse government and binding, gouvernement-liage, de ces asymétries sujet-objet qui étaient tout à fait centrales dans le cadre gouvernement-liage. Voilà, ces effets asymétrie sujet-objet et en général tout ce qui tombait sous la portée du ICP est tombé un peu en arrière-plan dans l'approche minimaliste. Pour des raisons théoriques fondamentalement, d'abord le minimalisme a essayé de se passer de la notion de gouvernement. La notion de gouvernement était tout à fait centrale dans le cadre du gouvernement-liage. En effet, elle donnait le nom au cadre gouvernement-liage, justement. C'était tout à fait central. Mais l'une des contributions du minimalisme a été d'essayer de montrer qu'on pouvait éviter de faire référence à cette notion, qu'on pouvait simplement utiliser des principes et des propriétés plus simples que le gouvernement pour obtenir les mêmes résultats. Donc on a essayé d'abandonner cette notion. Mais ce qui est plus important est que dans le programme minimaliste, le Empty Category Principle n'avait vraiment pas de place naturelle dans la typologie des principes adoptés par le minimalisme. Le minimalisme, disons, dans le cas de government and binding, plus ou moins n'importe quoi pouvait être un principe. On trouvait des propriétés de généralisation, on établissait un principe, mais il n'y avait pas une sorte de typologie de principe des principes, si je peux m'exprimer de cette manière. Tandis que dans le programme minimaliste, on s'attend à trouver les principes seulement à deux niveaux. Vous pensez un peu à la petite boîte, au petit schéma qu'on a décrit avant. On s'attend à voir des principes formels de localité et d'économie qui s'appliquent dans la boîte, dans la syntaxe, qui opèrent en syntaxe, et puis des principes d'interface, des principes qui régissent les interfaces avec les sons et les sens. Or, le ICP n'avait pas vraiment de statut facile à déterminer dans cette typologie. Donc, les effets de ICP et les effets sujet-objet, asymétrie sujet-objet, sont tombés un peu en arrière-plan. Néanmoins, ces effets
sont très robustes, très importants, à mon avis. On les retrouve à travers les constructions. Donc, ce n'est pas simplement qu'en anglais, that n'admet pas d'être suivi immédiatement d'une trace. On retrouve les mêmes asymétries, par exemple, si on essaye de sortir un élément d'une question indirecte. Prenez des paires comme 1A, 1B, 1B, commençons en B. Vous partez de quelque chose comme You wonder whether the mechanic could fix the car. Et vous pouvez poser une question sur le type de voiture et dire 1B, Which car do you wonder whether the mechanic could fix? Ça, c'est marginal. Hein? Ce n'est pas très bon parce que c'est quand même une extraction d'une question indirecte. Mais il y a une forte différence d'acceptabilité entre 1B et 1A où on a essayé de sortir le sujet. Donc on part de You wonder whether the mechanic could fix the car. Vous déplacez le sujet, vous obtenez Which mechanic do you wonder whether could fix the car, qui est totalement inacceptable. Donc, il y a déjà quelque chose de difficile dans le cas d'extraction d'une question indirecte. Vous pouvez maintenant penser à ce que nous avons dit avant, la minimalité relativisée, etc., qui donne un effet faible dans ce type de structure, pour des raisons qu'on pourrait discuter, mais que je ne discuterai pas. Mais le point essentiel est que si vous essayez de sortir le sujet comme un 1A, le résultat que vous obtenez est nettement pire. Donc il y a on retrouve, dans le cas d'extraction d'une question indirecte, la même asymétrie sujet-objet, sauf que tout est un peu marginal, ou nettement marginal, mais l'extraction de l'objet est meilleure que l'extraction du sujet. Donc en termes d'acceptabilité relative, vous retrouvez le même type d'effet. Puis il y a d'autres effets. Par exemple, vous pouvez avoir aussi des structures infinitives avec sujet réalisé, comme par exemple des prédicats comme prefer, qui admettent en anglais choses comme I would prefer for John to talk to Mary. Là, il est totalement impossible de sortir le sujet. Donc, who would you prefer for to talk to Mary? Totalement impossible. Tandis que l'extraction de l'objet est possible. De B, who would you prefer for John to talk to? C'est possible. Alors, vous voyez que l'impossibilité de 2A est spécialement surprenante parce qu'on peut très bien sortir le complément de for. Si vous avez simplement I work for John, une question comme 3, who do you work for? Tout à fait possible. Donc, ce n'est pas que for, normalement, ne légitime pas une trace. C'est tout à fait possible. Mais quand il y a la structure phrasale, on ne peut pas le faire. En français, on a la même chose. Donc, je crois que Jean viendra. On essaye de sortir le sujet. Qui crois-tu que viendra? Si vous ne faites rien, vous n'essayez pas de modifier un peu la structure, elle est impossible, un effet grammatical. L'objet peut être sorti. 3. Qui crois-tu que Jean va rencontrer? Tout à fait possible. Voilà, donc Frédéric Berthelot a, dans sa thèse, étudié ce paradigme aussi expérimentalement. Donc elle a testé plusieurs locuteurs en utilisant des échelles de Likert. Vous savez comment ça marche. L'échelle de Likert, on demande à nos sujets expérimentaux de donner un jugement qui a plusieurs grades. Donc vous dites, je vous dis maintenant une phrase, si elle est totalement acceptable, j'envoie Marie, vous devez lui donner un 5, vous prenez une échelle sur 5 points. Si elle est totalement inacceptable, juste une salade de 2 mots, vous donnez un 1. Et puis, il y a des cas intermédiaires. Les jugements sont toujours comme ça, sont toujours, il y a des gradations de cette sorte. Donc, Frédéric a testé des exemples comme, par exemple, l'extraction du sujet, comme 1, qui croit-elle que recevra les candidats, et des cas d'extraction de l'objet, comme 3, qui croit-elle que le directeur recevra, et elle a obtenu
des résultats de ce type. Donc vous voyez, l'extraction de l'objet est acceptable, donc il y a plus que 4 points sur 5. Là, il est rare d'avoir 5 dans cette situation. Puis il faut faire aussi des moyennes sur plusieurs locuteurs. Tandis que l'extraction du sujet à partir du complémentaire que est en bas, ici, nous sommes à un point et demi, donc un niveau très bas d'acceptabilité. Ce qui est intéressant dans ce travail est qu'il y a quelque chose qui a une acceptabilité intermédiaire, et ça consiste à utiliser l'une des stratégies qu'on discutera un tout petit peu plus tard pour améliorer la situation, n'est-ce pas? Il y a là un principe qui empêche l'extraction du sujet. Et on verra tout de suite que c'est un principe de gel aussi. Donc la structure en position sujet est gelée. Mais il y a des techniques que les langues peuvent utiliser pour améliorer les choses. Et une technique du français, c'est d'utiliser cette structure intermédiaire. Parfois, quand il y a des variations parmi les locuteurs ou un statut intermédiaire, on utilise le signe du pourcentage. Donc, comparé, qui croit-elle que recevra le candidat? Totalement inacceptable. Qui croit-elle qui recevra le candidat? Ou le que devient de manière assez surprenante qui? On obtient une structure que certains locuteurs acceptent, d'autres locuteurs n'acceptent pas. Mais en tout cas, vous voyez qu'il y a cette acceptabilité intermédiaire. Donc il y a une amélioration par rapport à l'extraction pure et simple où on ne fait rien, mais ce n'est pas tout aussi acceptable que l'extraction de l'objet, par exemple. Donc une situation intermédiaire. C'est l'une des stratégies de secours, pour ainsi dire, qui peuvent être utilisées, qui a en français cette position, ce niveau intermédiaire d'acceptabilité. Et je reviendrai sur ce point. Puis, comme on a déjà vu, ce n'est pas du tout, ces restrictions sur l'extraction du sujet ne sont pas du tout un phénomène qui est limité aux langues indo-européennes. On les a vus, on les a discutés la dernière fois, ou peut-être il y a 2 semaines, aussi dans la langue africaine, mais on le trouve dans plusieurs langues. Donc si vous essayez, par exemple, dans notre Gungbe, de poser la question qui est la personne que tu crois que cette personne viendra, vous obtenez une structure comme 4A où s'il y a simplement une trace en position sujet subordonné, qui crois-tu que viendra, c'est tout aussi acceptable qu'en français. Ici, la structure s'améliore si on met un pronom dans cette position, donc quelque chose comme qui crois-tu qu'il viendra, ça devient bon. Donc cette stratégie du pronom résomptif est l'une de ces stratégies d'amélioration dans ce type de configuration. Mais le point essentiel est qu'on trouve les asymétries sujet-objet dans ces langues aussi. L'objet peut être sorti sans problème. Le sujet, si on ne fait pas quelque chose de spécial, ne peut pas sortir. Alors, nous avons maintenant une explication simple et alternative par rapport à ICP, qui est un terme de gel critérial, n'est-ce pas? Parce que nous avons dit qu'il y a un principe qui dit l'élément qui satisfait un critère est gelé sur place. Et puis nous avons introduit un critère sujet, mais ça veut dire que donc la position sujet sera une position de gel. Et vous voyez tout de suite pourquoi une structure comme 1A, who do you think that will come, serait mal formée. Ça devrait passer par un stade où who se trouve dans la position du critère sujet, c'est bien le sujet de cette phrase, mais donc il est gelé dans cette position, le mouvement n'est pas possible, et donc vous avez ce type de situation, ce type d'impossibilité. Donc de manière totalement générale, le gel critérial peut rendre compte de ces structures. Par exemple, on peut rendre compte de l'impossibilité de sortir le sujet de la phrase infinitive introduite par for,
Who would you prefer for to talk to Mary, totalement impossible, ben, c'est toujours la même chose. Nous avons notre tête sujet, donc I would prefer for John to talk to Mary, c'est bon, mais si nous essayons de sortir quelque chose de cette position, nous violons, comme avant, le gel critérial. Pas de problème dans le cas d'extraction du complément de la préposition for, évidemment, parce que là, il n'y a pas de position sujet, là, c'est tout simplement le complément de cette position. Ici, ICP avait un problème, évidemment, parce que si c'est une question de gouvernement, for, vraisemblablement, gouverne, et le sujet de la phrase subordonnée et son complément quand il s'agit d'une préposition. Donc le gouvernement ne semble pas être la bonne notion pour faire la distinction ici, tandis que le gel critérial fait la bonne distinction. Et puis, on peut aussi observer qu'il y a d'autres phénomènes qui sont difficiles à traiter par ICP, mais qui sont traités immédiatement par l'idée du gel critérial. Alors ici, il y a des faits complexes du français qui avaient été discutés par Richard Kane dans son livre, et puis par Hans Obenauer, qui malheureusement n'est plus avec nous, qui avait étudié avec Kane, avec Ruvet à l'époque. Et dans ses travaux des années 70, on observait des contrastes subtils comme celui qui est indiqué ici. Supposez d'avoir quelque chose comme « tu crois que beaucoup d'invités viendront à ton anniversaire ». Si vous déplacez tout combien d'invités, vous obtenez 2. Combien d'invités crois-tu que viendront? Et c'est mauvais, c'est aussi mauvais que tous les cas d'extraction du sujet. Mais marginalement, en français, on peut sortir seulement le quantificateur combien et laisser d'inviter in situ, dans ce cas en position sujet. Ça, c'est tout à fait possible en position objet, donc quelque chose comme combien d'invités tu as rencontré, c'est bon, mais aussi combien as-tu rencontré d'invités, c'est possible, tout à fait possible. Mais on peut laisser in situ, marginalement, cette structure, même en position sujet. C'est une structure très marginale. Ici, on utilise Kane, donner un point d'interrogation, Obenauer, 2 points d'interrogation. Donc, ça veut dire, 2 points d'interrogation, ça veut dire encore plus marginal, pour ainsi dire. C'est une manière de représenter ces gradations qui sont exprimées de manière beaucoup plus précise dans le travail expérimental. Mais en tout cas, voilà. Donc, on peut observer que cette légère différence de 1, cette légère amélioration de 1 par rapport à 2, ne peut pas vraiment être exprimée par ICP, parce qu'en termes de gouvernement, si cette position n'est pas proprement gouvernée, cette position devrait ne pas être gouvernée non plus. Donc, elle devrait être les mêmes en termes de gouvernement. Mais en termes de gel, on peut voir la différence. Ici, on a tout simplement violé le gel critérial, on a déplacé toute la structure sujet, donc on a défait la configuration critériale. Tandis que dans ce cas, il y a eu un cas de sous-extraction de quelque chose en laissant en position sujet l'élément qui vraisemblablement est la cible critériale ici, hein, ce que, comme je disais, la position sujet cible un élément nominal. Donc nous avons ici la partie nominale de ce DP qui reste in situ, donc le critère sujet n'est pas violé ici. Il y aura quelque chose d'autre qui sera violé, mais c'est un cas, comme les cas qu'on a vus avant, où on peut opérer une sous-extraction dans des cas où on laisse la cible critériale dans sa position. Et donc on peut analyser ce contraste subtil de cette manière. Ensuite, il y aura quelques autres principes qui sera violé ici, un principe évidemment un peu plus faible, qui peut-être le fait de sortir d'une branche gauche. On sait que souvent, quand on sort quelque chose qui se trouve sur une branche gauche, on obtient un résultat
qui n'est pas impeccable. Donc c'est peut-être un sous-cas de cette difficulté avec la branche gauche. Voilà. Donc, nous avons maintenant une théorie générale de l'impossibilité de sortir le sujet, mais évidemment, il est très utile d'avoir un moyen de pouvoir former une question, une relative, une dépendance à barre sur une position sujet subordonnée, n'est-ce pas? Parce que, évidemment, les circonstances discursives peuvent nous amener à vouloir former cette sorte de question ou de relative ou d'autres types de structures. Donc, ce n'est pas étonnant que les langues inventent des systèmes pour contourner l'effet de gel critérial et donc qui inventent des systèmes, des stratégies pour permettre la formation d'une question, par exemple, d'une relative sur une position sujet subordonné. Et ici, j'ai fait une liste de 7 stratégies. Je ne sais pas si on a le temps de les voir toutes, qui se regroupent en effet en sous-groupes. Une stratégie, on l'avait déjà vue. Les langues, vous vous souvenez qu'on a vu la dernière fois, peut-être l'avant-dernière fois, que les langues à sujet nul, typiquement, ne manifestent pas l'effet complémentaire trace. Donc en italien, on n'avait rien de comparable à ces difficultés avec le français, avec l'anglais, avec le gungbe, etc. Il est tout aussi acceptable de sortir un sujet que de sortir un objet. Alors on avait dit, peut-être ça a à voir avec le paramètre du sujet nul, ça a à voir avec le fait que dans les langues à sujet nul, on peut toujours utiliser ce fameux explétif nul. Maintenant, on peut dire, pour satisfaire de manière formelle le critère sujet et permettre l'extraction du sujet thématique d'une autre position, sans violer le gel critérial. Voyons le cas. Voilà, donc par exemple, en italien, exemple 1 qu'on avait discuté il y a 2 semaines, chi credi che abbia telefonato, qui crois-tu que est téléphoné, qui crois-tu qu'il a téléphoné, quelque chose comme ça, totalement acceptable. Ce qui se passe ici, vraisemblablement, est qu'il y a dans les langues à sujet nul toujours la possibilité de boucher cette position par le pronom nul, et ce qui permet de sortir le sujet thématique, donc l'agent de téléphoner, par exemple ici, d'une position non critériale, donc d'une position, peut-être la position thématique, qui permettra l'extraction sans violer cette contrainte sur les positions critériales. Et le fait que de manière typologique, systématiquement, les langues à sujet nul ne montrent pas des effets complémentaires traces de ce type suggère que quelque chose comme cette analyse doit être dans la bonne direction. Bon, laissons tomber portugais brésilien. Il y a des langues, deuxième stratégie, qui font exactement ce que l'italien fait, sauf que l'explétif ici est réalisé. C'est des langues qui ne sont pas sujet nul, donc où il y a un pronom explétif réalisé. Et donc, par exemple, en danois, Sten Wickner a observé que, tandis qu'on ne peut pas dire « je ne sais pas qui tu crois que va lire ce livre », donc ici vous avez « at » qui est l'équivalent de « that » en danois, n'est-ce pas? Et donc vous avez l'effet complémentaire trace habituel. Mais la solution que la langue trouve, c'est de boucher cette position avec un explétif réalisé, there, qui bien sûr correspond à l'anglais there, mais qui a une utilisation beaucoup plus large que there en anglais. Donc c'est précisément la stratégie qu'on a postulée pour les langues à sujet nul, sauf qu'ici on n'a pas une langue à sujet nul et que donc l'explétif qui est utilisé est réalisé. En français, on disait, il y a cette fameuse règle que qui est au moins marginalement possible pour certains locuteurs. Vous vous souvenez, le niveau d'acceptabilité de qui crois-tu qui viendra est pour beaucoup de locuteurs intermédiaire entre la pleine acceptabilité de, je ne sais pas, qui viendra par exemple, ou qui crois-tu que Marie a rencontré,
et la totale impossibilité d'avoir que dans cette position. Alors là, il y a une littérature importante sur ce thème qui est représentée de manière très sommaire ici, mais en tout cas, on peut faire référence, en simplifiant les choses considérablement, à l'idée de Tarelsen, qu'on avait déjà cité, vous vous souvenez, la généralisation de Tarelsen. Tarelsen a suggéré que qui, en effet, dans cette structure, est que plus I, qui est une sorte d'explétif similaire à il, n'est-ce pas? Donc la représentation est quelque chose comme un qui crois-tu que, et puis cet élément I qui a le même rôle que der en danois, par exemple, a, ou que petit pro, ou que le sujet nul a dans le cas de l'italien. Et donc on peut penser que cette règle que qui, si on adopte cette analyse, il y a d'autres analyses qui ont été proposées, et toujours une version de l'utilisation de l'explétif comme moyen pour éviter le problème. Lilian Hagemann et Hans Bennis ont montré que, par exemple, le flamand utilise une stratégie tout à fait similaire. La règle que qui du français devient la règle date, dit en flamand, mais fondamentalement, c'est la même manière de fonctionnement. Quatrième stratégie est bien la stratégie du pronom résomptif. Bel et bien, on couvre la trace du sujet par un pronom. Donc on réalise cette trace avec un pronom. Donc cet élément est réalisé. Donc je vous rappelle que dans cette notation avec l'étoile en dehors des parenthèses, ça veut dire que si le contenu des parenthèses n'est pas pris, la structure est inacceptable. Si le contenu est pris, la structure est possible. Ça, c'est l'interprétation de la notation. Donc, si vous avez un pronom ici, c'est tout à fait possible. Donc, qui crois-tu que il, un joli pronom plein dans cette position, il viendra, ça c'est possible. Donc, l'utilisation de l'ainsi dit pronom résomptif, où la variable n'est pas un trou, mais en effet est un pronom complet de la langue, est une manière possible d'éviter le problème. Et ici, vous voyez bien que le critère sujet est, dans ce cas, satisfait par ce pronom. Puis on peut se poser la question comment on obtient ce type de structure. Une possibilité, c'est de penser que le pronom et l'élément WH naissent ensemble, pour ainsi dire. Donc vous avez les deux, une sorte d'épée complexe. Puis l'élément WH se déplace seul et laisse le pronom en position. Ça, c'est l'une des analyses possibles des structures à pronom résomptif. L'anglais, évidemment, en anglais, on peut avoir une manière de former une question bien formée sur un sujet subordonné de manière totalement acceptable, mais là, la stratégie est totalement différente. Elle consiste à éliminer le système du complémentaire. Donc, si un A, who do you think that will come? Ça ne va pas. Si vous éliminez le complémentaire, ça devient possible. Who do you think will come? Tout à fait possible. Tout à fait possible. On peut racheter de cette manière des déclaratives où on peut effacer le complémentaire en anglais. On ne pourrait pas le faire avec des questions indirectes. Si vous avez une question indirecte comme I wonder if John will come, là, if ne pourrait pas être effacé. Et donc, il n'y a simplement pas de manière de racheter ce type de structure si vous voulez former une question sur le sujet. Donc, who do you wonder if will come reste impossible. Il n'y a aucune manière de sauver cette structure. Mais dans les déclaratives, comme il y a la possibilité d'omettre le complémentaire, la structure devient acceptable. Donc, une manière possible de voir les choses, c'est de penser que cet effacement du complémentaire, en effet, implique une portion plus large de la structure. Non seulement tout le système du complémentaire, donc ici ce C correspond à toute notre structure riche du complémentaire, mais aussi jusqu'à la position sujet. Donc si cette partie de la structure qui implique le critère sujet et l'obligatoriété donc de quelque chose dans cette position de spécificateur, si toute cette structure part,
il faudra encore discuter de manière formelle qu'est-ce que ça veut dire que ça part, mais supposons qu'il y a une manière de la faire partir. Il sera possible de sortir le sujet d'une position plus basse, d'une position non critériale, ce qui rendra possible quelque chose comme Who do you think will come? Tout à fait acceptable en anglais. Vous voyez qu'ici, c'est une stratégie très différente par rapport à ce qu'on a vu sur le français, sur les langues scandinaves, etc., où on rajoute quelque chose à la structure pour rendre l'extraction possible. Ici, on élimine quelque chose. Le résultat est le même. Beaucoup de langues utilisent ce phénomène d'anti-accord, anti-agreement, où on observe que, tandis que normalement, par exemple, ici on a une langue bantoue, le kinandé, il y a normalement un accord en classe avec le sujet, vous le voyez ici. S'il y a un élément WH, qui est le sujet, ici ce n'est pas un cas d'extraction, c'est un cas de structure simple, mais c'est le même type de phénomène, on n'a pas, disons, ce type d'accord doit disparaître, et on a une sorte d'accord non marqué, qui n'est possible que dans ce genre de structure. Donc, il y a beaucoup de littérature importante sur ces phénomènes d'anti-accord, mais peut-être c'est un phénomène qui peut être ramené à quelque chose que nous avons déjà vu, donc une sorte de stratégie de l'explétif. Ce phénomène d'anti-accord, on le retrouve par exemple dans certains dialectes italiens, certains dialectes de l'Italie du Nord, où on voit que on a normalement un accord avec le sujet critique, avec le verbe. Les filles sont venues dans ce dialecte. C'est une variété rurale du florentin. Hein. Les ragazze, les sujets critiques sont venute, où ce sujet critique et le verbe s'accordent avec les filles en première position. Mais le sujet peut être en position post-verbale, alors il n'y a pas d'accord. Ces éléments restent non accordés, ou plutôt sont accordés de manière neutre. Donc vous avez sont venues des filles, qui n'est pas possible en français, mais en tout cas l'équivalent de cela, mais sans accord. Donc il est venuto delle ragazze, quelque chose comme il est venu. Bon, d'ailleurs en français, on peut avoir marginalement des choses comme il est venu quelques filles, surtout si le sujet il est venu des filles, si le sujet est indéfini. Alors, quand vous avez le mouvement WH comme ici, ou l'extraction WH comme ici, il y a toujours cette forme non accordée qui se manifeste. C'est toujours la forme non accordée. Donc, c'est fondamentalement quelque chose comme le phénomène de l'anti-agreement qu'on a vu dans les langues africaines. Vraisemblablement, ce qui se passe ici est qu'il y a un explétif neutre qui satisfait le critère sujet et qui permet l'extraction du sujet d'une position plus basse. Alors, pour terminer, dernier exemple, dernière stratégie, une stratégie spectaculaire, disons, pour résoudre notre petit problème de pouvoir former une question sur un sujet subordonné, qui est montrée par cette variété particulière de Quechua, Imbabura Quechua. Cette langue est une langue SOV, donc vous avez l'ordre sujet, objet, verbe. Donc si vous avez une phrase complément, elle se trouve entre le sujet et le verbe de la phrase principale. Cette langue permet très facilement de faire un phénomène, d'appliquer un processus qui est relativement, disons, qui est très fréquent dans d'autres cas, mais qui est relativement rare pour des phrases. Et c'est le phénomène qu'on appelle en anglais Pied Piping. Pied Piping. On a essayé de se poser la question de comment traduire ça en français.
on n'a pas trouvé de bonne solution. Je crois qu'à un moment donné, Frédéric avait proposé hamelinage, en pensant à l'histoire du joueur de flûte, n'est-ce pas? Beaucoup de ces termes extrêmement pittoresques qui sont utilisés en grammaire générative sont dus à une seule personne qui les a inventés tous, et qui est John Robert Ross, ou Hedge Ross, un homme extraordinairement créatif du point de vue, et comme théoricien, et comme inventeur de terminologie. Donc il a inventé, chaque fois que vous trouvez un terme un peu pittoresque, il y a de bonnes chances que c'est Ross qui l'a inventé. Dans sa thèse en 1967, il a découvert la notion d'îlot. Donc c'est lui qui a observé qu'il y a des îlots syntaxiques. Donc il y a des configurations qui ne permettent pas le mouvement. Donc il a vraiment découvert tout un domaine, tout un programme de recherche fondamentalement dans sa thèse. Dans sa thèse, il introduit toutes sortes de termes. Pied piping, ce n'est qu'un cas. Pied piping, ça veut dire simplement, c'est une situation où il y a un élément qui est attiré à une certaine position, et cet élément amène avec lui une structure plus grande. Vous voyez la métaphore avec le conte de frère Grimm, de joueur du flûte, qui amenait justement les rats et ensuite les enfants qui suivaient simplement sa musique. C'est un peu arraché par les cheveux, mais c'est comme ça, on l'appelle comme ça, fondamentalement. Alors, par exemple, on peut faire une opération de pied piping. On a vu des exemples quand vous avez des choses comme quel livre as-tu acheté. L'élément qui est attiré à la périphérie gauche est quel, mais il amène avec lui livre, par exemple. Donc vous avez ce phénomène, et parfois ça peut être une structure très complexe. Par exemple, quel livre qui parle de linguistique as-tu acheté? Quel livre qui parle de linguistique? Tout cela est pied-piped, donc est attiré par quel. Alors, en Imbabura Quechua, ce qu'on observe est qu'une phrase peut être soumise à pied-piping. Par exemple, quand vous avez une phrase subordonnée où le sujet est un élément interrogatif, donc vous voulez poser la question sur le sujet, vous ne pouvez pas sortir le sujet tout seul, donc obtenir quelque chose comme qui est-ce que Maria croit qu'est arrivé, quelque chose comme ça n'est pas possible. C'est toujours notre phénomène de gel. Mais ce qu'on peut faire, c'est d'antéposer toute la phrase subordonnée, donc obtenir quelque chose comme qui est arrivé, est-ce que Maria croit? Donc on parle de Maria croit qui est arrivé, puis qui est arrivé, toute la phrase subordonnée, et pied-piped par qui en position initiale. Donc vous voyez qu'ici, la solution est de ne pas défaire la configuration critériale dans le sujet prédicat de la phrase subordonnée, parce que vous prenez toute la configuration et vous l'amenez vers la périphérie gauche de la phrase principale. Et donc, ça c'est là, je pense qu'on était arrivé à la 7e stratégie que les langues peuvent utiliser. Donc il est grand temps d'arriver à la conclusion. Voilà, donc nous avons vu que les éléments déplacés en position critériale sont gelés sur place, et c'est le gel critérial. On a proposé un critère sujet, la position sujet étant la position d'arrêt possible, et on a trouvé aussi une manière d'associer certaines propriétés interprétatives à la position sujet. C'est cette propriété de aboutness qu'on a un peu discutée. Alors, s'il y a un critère sujet, il y a un gel critérial, on s'attend à trouver les asymétries sujet-objet qu'on a effectivement trouvées dans l'histoire de notre discipline. Le sujet, typiquement, ne peut pas être déplacé parce qu'il satisfait maintenant le gel
critérial. Et ça, c'est une alternative favorable théoriquement et aussi empiriquement, dans les cas qu'on a discutés, à l'analyse classique de ces cas en termes de ICP. Puis évidemment, il est très utile d'avoir la possibilité de former une dépendance à barre, donc ou bien une question, ou bien une relative, ou bien une topicalisation sur une position sujet subordonnée. Donc ce n'est pas étonnant que les langues inventent toutes sortes de moyens, toutes sortes de stratégies pour éliminer, ou plutôt pour ne pas tomber sous l'application du gel critérial qui rendrait impossible justement la formation d'une question, par exemple, sur un sujet subordonné ou une relative sur un sujet subordonné. Et on a vu que les langues, en effet, ont beaucoup de fantaisie. Les linguistes ont beaucoup de fantaisie pour la terminologie, mais les langues ont beaucoup de fantaisie dans l'invention de moyens qui leur permettent de ne pas tomber sous l'effet du gel critérial. Et on a vu que les stratégies sont aussi variées que l'insertion d'un pronom, d'un explétif spécial, la réduction de la structure, ou même le Pied Piping de toute la structure subordonnée. Donc il y a une grande variété d'options qui sont mises en place pour éviter le fait que ce genre de configuration soit bloqué, et donc pour pouvoir former des questions, des relatives, etc., sur une position sujet subordonnée. Bien, je vais donc m'arrêter ici, et s'il y a, peut-être on a encore le temps pour une petite question, une ou deux questions maximum, si elles sont courtes.